c'est que l'innovation et quelque part la démarche d'ouverture d'esprit a toujours été une des clés de la stratégie du groupe, comme en témoignent par exemple des acquisitions ou des partenariats très forts qu'on peut faire avec des entreprises comme Litchi, comme Linkso. C'est vraiment une ouverture permanente qui a été faite, et c'est cette ouverture qui, il y a quelques années, je vais revenir dessus tout à l'heure, ont permis d'aborder cette technologie Big Data. Moi j'ai connu ces superbes machines. Pourquoi je la présente? C'est parce que le Arkea, on a été les premiers à mettre une application sur, on n'appelait pas ça application à l'époque, mais en tout cas mettre l'équivalent d'une application sur Minitel. Arkea a toujours été à la pointe, ou en tout cas a toujours été très innovante. Un des intérêts d'être innovant, c'était aussi de se démarquer. 84, le Minitel. 95, première banque à offrir le passage d'ordre en bourse donc sur Internet. 2009, première banque à offrir une application sur smartphone, et à l'époque c'était du coup de l'iPhone. 2013, première banque à recevoir un prix sur le Big Data, donc on va revenir là-dessus juste après. 2014, première banque à tester les Google Glass et à livrer une application ainsi que sur Smartwatch. Bon, la Google Glass n'a pas eu un effet, n'a pas eu une retombée, voilà, des suites très heureuses. Ça fait partie aussi de l'innovation. Certaines innovations sont quelque part pas dans l'air du temps, trop tôt, trop tard. En tout état de cause, elles ne marchent pas, tandis que d'autres fonctionnent bien. La montre, par exemple, par contre, elle a tout à fait très bien fonctionné. Pas dans un usage bancaire au sens je veux consulter mes comptes sur ma montre. Par contre, dans un usage plutôt d'assistance à domicile à travers une filiale qu'on a créée depuis qui s'appelle Arkea Life. 2015, donc on continue un petit peu dans cette démarche d'innovation, ou en tout cas de progression et d'ouverture d'esprit. Arkea rachète Litchi. Litchi, je ne sais pas si vous connaissez, c'est un système de cagnotte en ligne qui permet très facilement de collecter de l'argent entre amis, collègues, potes, pour organiser un pot de départ, un anniversaire, etc. Mais c'est également un système de paiement B2B qui s'appelle MangoPay, qui est très utilisé dans le monde de commerçants, dans le commerce en ligne. Donc c'était aussi une ouverture d'esprit, une ouverture à de nouveaux marchés et un effet de masse qui était cherché par Arkea. 2016, on a eu un prix sur le blockchain. Donc blockchain, ce n'est pas l'objet de la conférence d'aujourd'hui, hein, c'est un sujet que j'aime beaucoup, mais toujours pour montrer que, vu la taille d'Arkea, c'est toujours important de tester ces nouvelles technologies, de voir leurs usages, de voir les points sur lesquels elles sont particulièrement pertinentes et voir justement ce qu'on peut en faire très concrètement avec. Donc on a eu un prix également sur ce projet. 2017, donc 2 innovations qui sont parues dans la presse. C'est un peu moins des innovations technologiques. La première, c'est celle du haut. En fait, pour trouver une image pour l'illustrer, c'est très très compliqué. C'est le projet EER 9.0. Donc là, l'image que je vous montre, là, c'est l'image du Ouest France. Chez nous, vous pouvez ouvrir un compte dans 9 minutes, vous partez avec une carte bleue. Vous pouvez le faire en ligne, vous pouvez le faire dans une agence. On est les premiers à l'avoir fait. Et c'est en production, et ça fonctionne depuis début septembre. Max, c'est une nouvelle banque, totalement digitale, qui n'a pas d'agence physique, et qui intègre un certain nombre de fonctions en plus, comme la conciergerie, comme le chat, comme le conseil. 2017, donc l'année de l'accès, on a mis énormément de données dessus. C'est pas le tout de la mettre, il faut pouvoir la consulter. Après, les ingénieurs, généralement les informaticiens, y avaient accès, mais maintenant les métiers veulent l'accès aussi. Ils veulent voir leurs données. Ils étaient habitués à consommer leurs données à travers des tableaux de bord, à travers les fameux décisionnels. Maintenant, on réduit la sphère décisionnelle, on met toutes les données sur Big Data, très bien, il faut ouvrir l'accès. Et aujourd'hui, c'est posé des questions de langage, il y a eu plusieurs essais et beaucoup de travaux qui ont été faits pour accompagner les utilisateurs pour accéder à cette information. Je vais revenir maintenant sur 3 projets qui illustrent un petit peu la démarche Big Data au sein d'Arkea, qui va vous permettre d'un petit peu mieux, je pense, imaginer ce qu'on peut faire avec. Donc le premier, c'est un projet marketing qui a été évoqué par Laurent tout à l'heure, donc qui a été fait principalement avec les équipes Astel. L'idée, précédemment, donc il y avait un système marketing, en gros c'est une base de données avec toutes les informations de nos clients, principalement les produits détenus, principalement la durée de vie des produits, des choses comme ça. Précédemment, une mise à jour, ça prenait à peu près 48 heures. Donc si on essayait d'intégrer une nouvelle, par exemple un client qui signe un nouveau produit, ou une opération de gestion particulièrement importante, on est informé finalement dans le système de marketing que 48 heures après. Chaque évolution, même moindre, même minime plutôt, nécessitait généralement plusieurs dizaines de jours de travail.
On était arrivé sur un système très complexe avec plein de petites bases réparties, beaucoup de difficultés de synchro, donc des coûts de réparation ou d'évolution très élevés, une difficulté de... Les évolutions, j'en parle même pas. Une difficulté de temps. La logique de temps était très très importante, parce que quand on a une information importante sur un de nos clients qui arrive 48 heures après, le time to market, commence à être un petit peu compliqué quand même. Donc ça, c'était une des clés principales pourquoi le projet est parti sur Hadoop. Et en plus, il manquait énormément d'informations. Donc ce projet, ce qui a été fait, c'est donc créer ici un environnement de données qu'on appelait environnement de données marketing, qui a intégré finalement énormément de ces indicateurs ou de ces éléments clés nécessaires au métier du marketing. Cet endroit est unique au sens où toutes les sources arrivent dedans, et demain, s'il y a un nouveau projet qui touche un client, forcément, il aura une petite patte qui viendra mettre de l'information dans cet entrepôt. Donc l'entrepôt permet du coup d'avoir vraiment une vision unique. Ça permet aussi d'un point de vue DSI d'avoir un chemin critique. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir 15 petits systèmes éventuellement qui calculent un bout de l'information, on n'en a qu'un. Donc on peut plus facilement travailler à ce que celui-ci arrive à l'heure, plutôt que si on a 15 petits systèmes interdépendants. Il faut savoir qu'aujourd'hui, le groupe, on a presque 4 millions de clients. Donc typiquement, cette cellule-là, ce datamart, si on peut dire, il a comme base 4 millions de lignes. Donc ça veut dire qu'on a quand même un certain nombre le volume. Et il faut savoir que tous les jours, il est calculé à peu près entre minuit et 5 heures du matin. Donc il est bien calculé en quotidien. On a du coup ce lieu, après, irrigue, là je ne vais pas passer en détail tous les points, mais ce projet Datamart va irriguer après un certain nombre de données ou d'autres applicatifs en aval. Et l'intérêt, c'est qu'on a bien une donnée qui est certifiée. À partir du moment où la donnée est bonne ici, on sait qu'elle va être bonne. Et c'est éviter justement les spaghettis, la mode italienne, ce qui était fait avant un petit peu, hein, c'est-à-dire plein de petits systèmes qui s'intercommuniquent, et puis il y en a un qui annonce 12 comme résultat, l'autre qui annonce 13, l'autre qui annonce 18, et finalement on ne sait jamais qui a raison. Là, on a un seul système unique, il a dit 15, et il irrigue tous les autres. Au moins, comme ça, on a une information qui est commune à tous les systèmes. On a après des différents produits, hein, c'est lié vraiment au marketing. Ici, on a une boucle vers la vision 360 qui est visée, ou la base d'interaction client qu'évoquait Laurent tout à l'heure. L'idée, c'est que quand un client, c'était un des soucis qu'on avait, que vous avez peut-être vécu en tant que client, parce que je pense qu'il doit y avoir des clients CMB dans la salle. Précédemment, parfois les clients recevaient un courrier à la maison, parce que c'était l'anniversaire d'un contrat, ou parce que voilà, il fallait faire une opération de gestion sur leur compte, ou pour les avertir qu'ils avaient un certain nombre de jours avant de faire une opération de gestion particulière. Les conseillers n'avaient parfois pas cette information. Parce que finalement, le courrier était parti automatiquement d'une chaîne de gestion, et finalement, eux, conseillers, on n'allait pas leur envoyer des duplicata de tous les courriers, parce que sinon, ils auraient été noyés sur les courriers. Mais parfois, ils étaient un petit peu mis mal à l'aise de face à un client, parce que le client venait le voir, j'ai reçu ça comme courrier, et le conseiller ne le savait pas, et était obligé de le lire pour en prendre compte. Cette base d'interaction client, elle a été faite en partie pour résoudre ce problème-là, en disant, maintenant, quand j'ouvre la fiche d'un client, j'ai l'ensemble de ses interactions. Donc j'ai par exemple tous les courriers qu'il a reçus les derniers jours ou les dernières semaines. J'ai par exemple les mails échangés, parce qu'on a une messagerie sécurisée, donc j'ai l'ensemble des mails échangés avec lui. J'ai éventuellement le chat demain pour ceux qui l'utilisent. J'ai éventuellement des SMS qui ont été envoyés pour ceux qui l'utilisent, etc. Donc j'ai les différents services en fonction de l'activation possible des différents clients. Et là, ça permet vraiment à nos conseillers d'avoir une vision exacte des informations qui ont été échangées avec le client. Ça permet aussi pour un conseiller, quand il n'est pas là, pour le client quand même d'avoir un suivi du dossier. Parce que finalement, quand il est remplacé par son collègue, lui n'est pas obligé de tout redemander les éléments, par exemple, ou les derniers échanges. Et donc du coup, cette base d'interaction client reboucle dans notre système, parce que forcément, il y a certains points qui sont gérés ici qui peuvent influencer des scores, des éléments, des paramètres de gestion de l'entrepôt de données marketing. Cet entrepôt de marketing donc, sert ici dans un aspect très, quelque part, classique décision, mais sert également au marketing pour faire des analyses qui peuvent faire soit ici à travers des logiciels de restitution, soit à travers du machine learning, pour essayer d'évaluer réellement l'impact de tel et tel produit, par exemple. Donc là, avec cet entrepôt de données, on peut beaucoup plus facilement qu'avant dire est-ce que tel produit marche bien sur la cible qui avait été prévue des plus de 18 ans, etc., etc. Donc on peut faire des segmentations, par exemple, beaucoup plus aisément.
Le fait d'avoir un endroit unique où l'ensemble des informations sont représentées, sont calculées, sont mises à jour. Voilà, ça permet tout à fait ce genre de choses. La LAB, c'est la lutte anti-blanchiment, donc ça permet de détecter, en fait, c'est une réglementation, hein, c'est la Banque de France qui nous oblige à faire ce type de projet et ce type de traitement informatique. L'idée, c'est d'étudier les virements, les mouvements de fonds importants, pour justement détecter des éventuelles opérations louches. Et après, dans la réglementation, nous sommes obligés de déclarer à la Banque de France des opérations qu'on a détectées comme louches. Et après, c'est la Banque de France qui, par recoupement, ou va lancer des enquêtes, etc. Donc je ne peux pas vous donner tous les détails, hein, de l'algorithme, bien évidemment. Je ne sais pas s'il y avait des gens qui voulaient s'essayer, mais en tout cas, ne comptez pas sur moi. L'important à retenir de ce projet-là, c'est le volume. On traite, là dans ce projet, on traitait donc 1,3 million de lignes en entrée. On générait énormément de lignes en sortie du programme parce qu'on générait des indicateurs qui étaient consommés après par d'autres logiciels. Et ça, on le faisait en à peu près 5 heures. Donc ça va, parce que ça tient dans une journée. Par contre, 20 heures, dès que vous avez un souci informatique, vous allez vite vous décaler. Et là, ça devient vite la bérésina pour rattraper les journées perdues. Alors que là, quand on traite en 5 heures, même si on a un souci informatique, par exemple, les équipes, par exemple, le matin, prennent le souci, on corrige le problème, on relance à 13 heures, c'est fini à 18. À 20 heures, quand ça dure 20 heures, vous avez un souci informatique, vous vous rendez compte à 9 heures le matin, vous le corrigez, donc dans mon exemple, même imaginons vous le corrigez plus vite, vous le corrigez à 10 heures, vous relancez tout de suite, 11 heures, plus 20 heures, vous êtes déjà le lendemain. Donc votre journée de demain, elle est déjà cassée. Donc, et vous avez plus d'une semaine pour récupérer ce delta. Donc voilà, ça c'est un logiciel du marché. En tout cas, là, sur ce projet-là, le Big Data marche beaucoup, beaucoup mieux. Autre projet, projection de données. Donc là, c'est un projet du contrôle de gestion. L'idée, c'était de travailler sur tous les produits que l'on vend et d'essayer de les projeter sur le temps, de voir leur diffusion. Typiquement, quand un contrat crédit est signé avec un client, parfois ça va jusqu'à 30 ans, la durée de maximum des crédits qui sont vendus au sein du Crédit Mutuel Arkéa. Et l'idée, c'était de les projeter sur les 30 années qui suivent pour voir leur effet, justement, et leur durée de vie. Donc ce projet-là, en termes de données, c'est un projet vraiment, vraiment énorme, parce qu'on génère 2 Tera de données à chaque exécution. On tourne en quotidien également. On génère 11 milliards de lignes. Et ça tourne en à peu près 3 heures. Voilà, donc là, à partir du moment où on a fait les efforts, quelque part, de passer à cette technologie Big Data, la technologie permet beaucoup de choses. On a été jusqu'à faire les évolutions que je vais évoquer maintenant, c'est-à-dire que le Big Data, c'est bien. Après, il faut que la donnée soit intelligible, soit compréhensible, soit utilisable. Et justement, là, on a utilisé maintenant ce qu'on appelle la data vise, ou la restitution d'informations, pour justement faire parler la donnée. Là, par exemple, ce que vous voyez ici, c'est des codes couleurs, des taux de couverture de produits par rapport à des régions. Ici, vous voyez, c'est des composantes. Donc là, je ne sais plus ce qui est représenté, mais là, vous avez la composante et vous avez les différentes petites parties qui représentent l'information. Et là, vous avez des comparatifs, c'est pas homme-femme, hein, c'est la même logique qu'une pyramide des âges, avec homme-femme à gauche, sauf que là, c'est des différences entre produit 1 et produit 2 par rapport à l'âge. Donc on voit qu'il y a certains âges, par exemple, qui sont très très couverts, par exemple, dans l'exemple du produit en question. Donc là, c'est une manière de faire parler la donnée et d'illustrer des points. Et là, surtout, ce qui est très important, c'est que ces données-là, elles sont produites donc très rapidement et qu'on est sur l'exhaustivité de nos données. On n'a pas pris qu'un échantillon. Parce que là, on part quand même de la base de 11 milliards de lignes. Je ne sais pas si quelqu'un a déjà essayé de mettre 11 milliards de lignes dans son Excel pour faire ça. Je pense que ça ne va pas trop marcher. Parce que tout ça, ça ne se fait pas sans gouvernance. C'est-à-dire qu'à un moment donné, quand vous créez un système Big Data, même si vous restez sur un système décisionnel classique, à un moment donné, si vous n'avez pas de la gouvernance, si vous n'avez pas une organisation, c'est plus un data lake, c'est le mot qui est souvent cité dans la littérature, le data lake, l'endroit où on dépose toutes nos données, ça va être un bourbier. Et avec un bourbier, on n'a jamais réussi à sortir beaucoup de valeur. Et sans gouvernance, sans organisation, on n'arrivera pas. Et donc le groupe, par la rétrospective que je vous ai proposée, j'espère vous avoir démontré qu'on s'était organisé pour justement pouvoir gérer ce futur et gérer les nouveaux projets. Et une des problématiques qu'on a aujourd'hui sur lesquelles l'équipe travaille, c'est ce que j'avais évoqué tout à l'heure, c'est le temps réel et l'accès. Le temps réel au sens participatif réel et l'accès à la donnée pour la contrôler, la manipuler, la faire évoluer, prendre des décisions
et récupérer les résultats le plus possible en temps réel.